On va parler de carburant dans quelques instants, François. Cher François, bonjour. Bonjour. Il est 16h03, si vous souhaitez réagir, prenez votre téléphone, un numéro 01 80 20 39 21. On va parler carburant dans quelques instants, je le disais, parce que le conflit au Proche-Orient s'intensifie, au Proche et au Moyen-Orient. Les frappes se sont multipliées cette nuit sur la République islamique iranienne et l'armée iranienne a répliqué. Et donc, évidemment, il y a la question du détroit d'Ormuz qui est le nerf de cette guerre, et ce qu'il se passe au détroit d'Ormuz a des conséquences directes, notamment sur le carburant, avec ces prix à la pompe qui vont grimper. Mais avant cela, je suis tombé sur un message qui a déjà fait près de 1 500 000 vues, et puis c'est normal parce que c'est une personne assez connue dans le monde des réseaux sociaux, puisque je vais vous parler d'un certain Elon Musk. Elon Musk, le patron de X et le patron de Tesla, l'homme le plus riche du monde, apporte son soutien, en quelque sorte, à une certaine Marine Le Pen. Il a posté ça à 13h49 avec cette phrase énigmatique: « Elle est le dernier espoir de la France ». Alors, Jules Torres, voir Elon Musk, qui est un ultra-libéral, soutenir Marine Le Pen, et puis on sait à quel point Elon Musk a mauvaise presse dans les médias mainstream, dans le camp de la raison. C'est un danger public, Elon Musk. Donc voir ce soutien aussi loin de la campagne, en disant c'est le dernier espoir pour la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Le journaliste politique, je rappelle aux auditeurs que vous avez interviewé le week-end dernier Marine Le Pen pour le JDD. Tout à fait, et on aurait pu, si c'était le week-end prochain, lui poser la question de qu'est-ce que vous pensez de ce soutien d'Elon Musk. Et pour connaître un petit peu Marine Le Pen, je pense que ça ne lui fait pas tout à fait plaisir. Je pense que, évidemment, pour le Rassemblement national, ça lui donne une portée un petit peu internationale, avec des gens qui dirigent ou qui ont dirigé, puisque on le sait, Elon Musk a été très proche et a participé à la réélection de Donald Trump l'année dernière. C'est en effet l'un des hommes les plus riches du monde. Je me permets un petit correctif, Elliot. Le classement Challenge la semaine dernière a replacé Bernard Arnault, Cocorico, parmi la personne la plus riche du monde. Donc, oui. Et vous lisez mal le JDD, parce que c'était dans le journal du dimanche aussi. Écoutez, donc Elon Musk n'est que deuxième ou troisième. Mais non, tout ça pour dire que politiquement c'est intéressant, puisque aujourd'hui on voit que l'hégémonie qui est celle du Rassemblement national, elle s'expand finalement au-delà même des frontières de la France, et que le seul espoir pour le camp ultralibéral, nationaliste, en tout cas de ceux qui veulent baisser les impôts, qui veulent aider les entreprises et qui veulent arrêter avec l'insécurité et l'immigration, ils se portent plutôt vers le Rassemblement national et donc vers Marine Le Pen. Vous me permettez juste une petite parenthèse concernant les votre hommes émission, les plus... c'est de Valez-vous. Alors c'est l'émission des auditeurs d'Europe 1, surtout, cher Jules Torres. Mais ça dépend des classements et de la manière dont on classe les personnes les plus riches du monde, puisque, souvenez-vous, il y a un mois, Elon Musk était présenté comme le premier homme au monde et de l'histoire à avoir une fortune de plus de 1000 milliards de dollars. Alors je sais que Bernard Arnault est très riche, mais je ne suis pas certain qu'il dépasse ces 1000 milliards. Donc ça dépend des classements. Et c'est pour ça que j'ai cité le classement Challenge. J'ai cité un classement français parce que je suis un patriote. Vous êtes pour ne pas dire un nationaliste. Oui, alors ça ne plairait pas à Emmanuel Macron, qui a dit oui pour le patriotisme, le nationalisme jamais. C'était à l'hôtel de Brienne à la veille du 14 juillet. Soutenir publiquement Marine Le Pen et s'appeler Elon Musk, est-ce que ça peut être un problème pour Marine Le Pen? Nathalie Loiseau, vous savez, l'eurodéputée Renaissance, qui a fait César Mogude. Nathalie Loiseau, je ne savais pas qu'elle avait fait César Mogude, mais Nathalie Loiseau, elle était surtout tête de liste Renaissance, non pas à la dernière campagne européenne, mais à la précédente. En 2019. Exactement, et elle avait face à elle un certain Jordan Bardella qui avait 24 ans, et elle avait perdu contre Jordan Bardella. Nathalie Loiseau a dit « Regardez bien de qui Marine Le Pen est la favorite. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le champion du profit à tout prix, l'homme qui bafoue les lois européennes et soutient les partis les plus extrémistes partout en Europe, celui qui s'est réconcilié avec Trump. »
Voilà. Mais c'est pas la première fois qu'Elon Musk évoque Marine Le Pen sur son réseau, sur X. L'an dernier, en mars 2025, alors il n'avait pas appelé à voter pour elle, mais au moment des affaires des assistants parlementaires européens, il avait dénoncé ce qu'il avait qualifié d'abus de système judiciaire sur son réseau, estimant donc que la justice était utilisée contre des responsables politiques. Donc ça avait été largement interprété comme soutien à Marine Le Pen. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'il évoque Marine Le Pen sur son réseau. Mais c'est-à-dire que Elon Musk a souvent un regard, et il l'exprime publiquement, sur la politique en Europe. Et certains hurlent à l'ingérence. Lorsqu'il publie ce message en mars, il faut le dire aux auditeurs d'Europe 1, c'est au moment de la condamnation en première instance de Marine Le Pen qui avait fait l'effet d'une bombe, puisque au moment de la condamnation en première instance, Marine Le Pen était inéligible avec exécution provisoire. Et c'est ce qui avait scandalisé une partie des Français, puisque la justice avait donc pris la main sur ces élections présidentielles, puisque si elle n'avait pas fait appel de cette décision, jamais Marine Le Pen n'aurait pu se présenter à l'élection de 2027. Ça va être intéressant de voir les réactions du côté du Rassemblement national, Jules Torres. Ah oui, parce que c'est vrai que le Rassemblement national a toujours voulu, en tout cas depuis l'élection de Donald Trump, c'était particulièrement saillant, se déporter de Donald Trump, parce que Donald Trump a des prises de position qui ne conviennent pas forcément au Rassemblement national. Et d'ailleurs, vous parliez de Elon Musk comme un ultra-libéral, c'est peut-être drôle quand on regarde sur le plan économique, je parle sous le contrôle de François Pirard, de voir l'ultra-libéral Musk soutenir celle qui en France est qualifiée de social-étatiste, socialiste ou d'étatiste Marine Le Pen. Parce que je pense allé au fond de son programme économique. Je pense que c'est seulement un soutien au sens vraiment politiquement, mais au sens noble de la politique, c'est qu'il pense que pour sauver la France, le dernier espoir de la France, c'est Marine Le Pen. Mais au contraire, je trouve ça plutôt bien de la part d'Elon Musk de ne pas dire ah oui, mais enfin comme beaucoup de gens en France, ah oui, mais je soutiens Marine Le Pen, mais je ne soutiendrai pas Marine Le Pen parce qu'elle veut la retraite A. Alors que bon, il y a beaucoup de gens qui considèrent aujourd'hui que la retraite n'est pas forcément le sujet le plus prioritaire en France, même si je pense qu'ils font une erreur. Après, au Rassemblement national, je pense que ils ne vont pas se faire beaucoup de tweets pour s'en féliciter. Moi, je me souviens qu'après l'élection de Donald Trump, il y avait une petite consigne au sein du parti qui était de dire attention quand même au soutien avec Donald Trump. J'entends, mais Jordan Bardella, c'était, si je ne m'abuse, l'été dernier, déplacé aux États-Unis. Au CIPAC. Alors, il faut dire ce que c'est aux auditeurs. Le CIPAC, c'est la grande conférence des conservateurs mondiaux qui sont chaque année réunis. L'année dernière, c'était aux États-Unis et Jordan Bardella était parti puisque l'un des anciens conseillers de Donald Trump, Steve Bannon, avait fait un geste qui s'apparentait à un salut nazi. Donc, il était parti à ce moment-là. Mais le CIPAC a pu se dérouler par ailleurs à Miami, il a pu se dérouler à Budapest, il a pu se dérouler également au Royaume-Uni, et donc c'était pour ça que Jordan Bardella s'y était rendu. François Pirard, vous êtes venu pour parler carburant, mais je sais que vous avez un œil très attentif sur l'économie française, mais aussi sur l'économie mondiale. Est-ce que je me ferais arcomiser si je dis à l'antenne que Elon Musk est plutôt un entrepreneur qui a réussi? Je fais attention parce que je sais à quel point le camp de la raison, le camp du bien, le monde mainstream n'apprécie guère Elon Musk. François Pirard. Alors il se trouve que j'ai travaillé dans l'industrie automobile pendant un certain nombre d'années et je peux vous dire que du côté des constructeurs français, au début des années 2020, la réussite de Tesla et d'Elon Musk ne faisait aucun doute. Et même, elle inspirait plutôt la crainte et la terreur au sein des états-majors, des directions générales des deux constructeurs français, parce qu'on constatait un énorme retard technologique accumulé par les constructeurs, même européens dans l'ensemble, par rapport à ce qu'il a réussi à faire avec Tesla. Donc c'est clairement un entrepreneur à succès. Il n'a peut-être pas tout réussi, mais il a eu la chance, ou en tout cas la réussite quasiment unique, d'avoir réussi dans plusieurs aventures entrepreneuriales qu'il a initiées dès le début ou qu'il a rejoint en cours de route, ce qui était le cas de Tesla. Et puis il a créé énormément d'emplois. Un entrepreneur dont on peut être fier, c'est quelqu'un qui crée des emplois, donc qui fait vivre des familles, qui fait vivre un pays. Pour Tesla, c'est entre 120 000 et 130 000 employés. SpaceX, plus de 13 000 salariés. Donc Elon Musk est un entrepreneur, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit bien pensant ou pas bien pensant, c'est un entrepreneur. Alors, sachez
sachez que il répond en quelque sorte à l'analyse que vous avez faite sur le libéral ou l'ultralibéral qui soutient une social-étatiste, puisqu'il répond à un tweet il y a 1 heure d'un individu que je ne connais je l'ai pas vu. qui s'appelle Briville Le Pogam. Ah, bien sûr. Ah, vous le connaissez, Non. Jules Bon, ça me rassure. Oui. Qui Oui, mais dit non. sur l'immigration, oui, j'espère qu'elle deviendra moins socialiste sur le plan économique. Ah. Et Elon Musk répond, y a-t-il un grand parti en France qui ne soit pas socialiste? D'ailleurs, ça pourrait être, vous savez, oui une question. Vous avez 3 heures. Y a-t-il un grand parti en France qui ne soit pas socialiste? On pourrait Oui, faire il y en 1 a heure 2. d'émission. Il y en a C'est 2. quoi les deux partis, grands partis, hein? Bah, il y a Reconquête d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo qu'on peut pas considérer comme des partis qui sont socialistes. J'entends. Et on pourrait dire, mais c'est pas vraiment un grand parti, c'est David Lisnard et son parti Nouvelle Énergie, qui est pas vraiment socialiste. Mais en Pas tout cas, vraiment. dans les partis, et là, c'est là où je vais répondre à Quand on votre dit question, grand parti, c'est des partis représentés qui à sont l'Assemblée représentés, nationale et au voilà. Sénat, il n'y a que des partis Parce que socialistes, en témoigne le dernier budget. Autant pour David Lisnard et Éric Zemmour. Éric Zemmour, par exemple, il a une base de militants, de sympathisants qui est Ouais, mais impressionnante. si vous m'aviez rappelez-vous. posé la question et que je vous avais pas dit Éric Zemmour, j'aurais eu le droit à 5 jours de polémique Bah parce non. qu'on m'aurait dit vous n'avez pas cité Éric Zemmour, donc je Mais non. préfère Mais non, mais citer Éric un Zemmour. grand parti, c'est un parti qui est implanté aujourd'hui. Là, on parle de nouveaux partis. C'est des Tout à partis fait. qui sont récents. Mais un parti qui a fait 7% à la dernière élection présidentielle. C'est déjà quasiment 7 fois plus que le Parti socialiste, qui est considéré comme un grand parti, mais qui Mais a dans les fait chiffres, non. 1,75% à la dernière Vous présidentielle. avez raison de le rappeler. Donc, mais on devrait se faire une émission. Son poids Y électoral est a-t-il un inversement... grand parti en France qui ne soit pas socialiste? Ah non. Donc ça, c'est vraiment un bon sujet qu'on devrait traiter. Il est 16h15, on revient dans quelques instants et on pense aux auditeurs d'Europe 1 qui sont nombreux déjà à vouloir réagir, puisqu'on va parler de ces aides au carburant. Vous savez, les aides jugées insuffisantes par un rapport parlementaire. L'exécutif se défend. Selon le député PS Philippe Brun, l'aide aux gros rouleurs, par exemple de 100 € a été sous-utilisée et son montant est très insuffisant pour les ménages ruraux, en particulier pour les plus modestes. Est-ce que vous craignez cette reprise des prix du carburant, cette nouvelle hausse qui s'annonce? On en parle dans un instant sur Europe 1 pour Elliott de Vallée-vous. A tout de suite. On est ensemble jusqu'à 18h pour Elliott de Vallée-vous. Si vous souhaitez réagir, un numéro 01 80 20 39 21. On va parler carburant parce que c'est la grande angoisse en pleine période estivale. On pensait souffler un peu avec les prix du carburant qui ne repartaient pas à la hausse, et on regarde toujours très attentivement ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz, des tensions, de la guerre qui vit un nouvel épisode entre l'armée américaine et la République islamique iranienne. Je me tourne vers François Pierrat qui est avec nous. Cher François, ravi de vous retrouver, fondateur de l'Observatoire Hexagone. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs d'Europe 1 sur les prix du carburant aujourd'hui et ce qui peut se passer dans les prochaines semaines? Alors, dans l'ensemble, on connaît bien sûr une hausse depuis le début des hostilités au Proche et Moyen-Orient le 28 février. On a un prix du baril qui est monté à plus de 100 $, qui est redescendu à 72 et qui, ce matin, dépasse de nouveau les 80 centimes de dollars. Ce qui veut dire que on a 80 $, pardon. Ce qui veut dire on peut s'attendre dans les prochaines semaines à une augmentation à nouveau des prix à la pompe, qui concernera de nouveau à la fois le diesel et l'essence. L'inquiétude également, c'est qu'ils explosent. Est-ce qu'on peut retrouver les niveaux là aussi vertigineux qu'on avait 1 ou 2 mois après le début du conflit? C'est-à-dire que le conflit a commencé le 28 février dernier et c'est vrai que les Français ont souffert à partir dès le mois de mars d'ailleurs, hein. Mars-avril, ça a été une période où les prix ont explosé. Absolument, et d'ailleurs ils n'ont pas complètement redescendu. Ils risquent de remonter. Vont-ils retrouver les niveaux records? C'est possible. En tout cas, à ce stade, c'est difficile de se prononcer parce qu'avec ce conflit et surtout
ses protagonistes, c'est toujours très difficile d'y voir clair sur l'avenir. Après un mois et demi de baisse ininterrompue, les carburants repartent à la hausse. Essence, gazole, tout est à plus de 2 € le litre dans la plupart des stations. En une semaine, les prix ont flambé, nous rappelle France Info. Tous les automobilistes l'ont remarqué. On va demander aux automobilistes justement. Robert, bonjour. Oui, bonsoir Elliot. Cher Robert, ravi de vous avoir en direct pour Elliot Deval-et-vous sur Europe 1. Merci d'avoir répondu au 01 80 20 39 21. Cette affirmation, vous l'épousez, cette affirmation de France Info. En une semaine, les prix ont flambé à la pompe, Robert ? Oui, ils ont dépassé les 2 €. Vous roulez avec quoi, Robert ? C'est-à-dire que moi, comme je suis en agglomération, d'abord, j'ai une voiture qui est un critère 1, donc je ne suis pas embêté. Mais j'utilise beaucoup les transports en commun à Marseille. À utiliser la voiture, c'est un enfer. Hein. Un enfer, vous dites ? Ah oui. Vous ne pouvez plus rouler à Marseille. Alors vous, la difficulté, c'est plus la circulation dans la ville que les prix du carburant. Je suis sensible au prix du carburant, évidemment. Mais je constate une chose, c'est que ceux qui ont demandé l'indemnité, il n'y en a que 60% des personnes éligibles qui ont demandé l'indemnité. C'est ça, 1,1 million de personnes, soit environ un peu moins de 40% de ceux qui étaient éligibles, ont touché l'aide aux gros rouleurs. Cette aide de 100 € a fait savoir Maude Brejon sur BFM et RMC. Donc il faudrait savoir pourquoi il y a effectivement seulement 4 personnes éligibles sur 10 qui ont pu toucher cette aide de 100 €. Et c'est la question qu'on peut se poser, Jules. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Mais pourquoi il y a si peu de monde qui a pu toucher cette aide ? D'abord parce qu'avec ce gouvernement, il n'y avait que 2 millions de personnes qui étaient éligibles initialement. Il fallait exercer une activité professionnelle, respecter un plafond de revenus qui était basé sur l'année 2024. Donc déjà, c'est un petit peu quand même dire la croix et la bannière. Et utiliser un véhicule thermique ou hybride non rechargeable pour les véhicules domicile-trajet. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient éligibles. Je crois que c'était entre 5 et 6 millions. Comme c'était du déclaratif, comme il fallait faire encore une fois la croix et la bannière pour obtenir ces aides-là, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont été rebutés par le fait de perdre 3 à 4 heures et qui ont préféré ne pas solliciter cette aide. Mais c'était couru d'avance parce que quand vous annoncez des aides en mars-avril et vous savez très bien que ces aides interviendront entre le 15 juin et le 15 juillet, ça refroidit beaucoup d'automobilistes. Cette période où les prix des carburants ont explosé, ça a été l'une des périodes les plus marquantes de la saison sur Europe 1. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, et je remercie vraiment les auditeurs et je les invite à faire de même aujourd'hui, c'est-à-dire nous appeler et raconter leur quotidien. Parce qu'on a pu échanger avec des centaines de Français, dont certains vraiment sont à l'euro près. Mais c'était vraiment la France des honnêtes gens. C'est la France qui travaille. Je pense à des infirmiers, des infirmières. Je pense aussi à une femme qui nous avait appelé, dont le mari est actuellement en établissement de santé, en EHPAD. Elle devait tous les jours prendre la voiture pour aller voir son mari. C'est ce qu'elle faisait habituellement. Mais parce que les prix ont explosé, elle avait dû restreindre le nombre de visites pour son mari, alors que c'était une femme qui avait travaillé toute sa vie. François Pierrat, la hausse des prix du carburant va avoir un impact forcément sur le pouvoir d'achat des Français. Et bien sûr, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On a vu qu'au mois de mars et d'avril, et de mai aussi, on avait une baisse de la consommation de carburant qui allait bien au-delà de ce qu'on pouvait anticiper. On a même enregistré des baisses qui étaient aux alentours de 10% de la consommation de carburant par rapport à des périodes équivalentes de l'année passée, qui dépassaient les prévisions et même nos prévisions à nous. Ce qui veut dire qu'on a des particuliers qui se sont restreints dans leurs déplacements. C'est ce qu'on voyait aussi dans des sondages. Alors, ne pas tout mettre dans un même panier, il y a aussi des professionnels qui ont notamment repoussé le remplissage de cuves de gazole, et ça s'est ressenti sur la consommation de carburant. On le voit aussi sur les réservations de vacances.
pour les trajets en voiture. Elisabeth Assayag. Ou lorsqu'on choisissait auparavant une destination à 700-800 km de la maison pour vraiment se dépayser. Moi, j'ai pu le constater auprès d'entrepreneurs, de patrons de camping, d'hôtels, etc. Où maintenant, on choisit des distances beaucoup plus courtes parce que chaque euro compte. On en est là. C'est-à-dire que quand le 28 février, l'essence explose à partir du 28 février et que les personnes, en plus, c'est très, très ciblé. C'est vraiment une niche. Ils sont aidés d'à peine une centaine d'euros par mois. Forcément, ça a un impact sur l'été et sur les vacances. Il faut rappeler que sur 1 litre de carburant, sur 1 euro pardon, de carburant, c'est 60 centimes de taxes qui revient à l'État. Vous parliez de socialisme tout à l'heure, on est quasiment dans un système soviétique. Ah oui, mais là on va même un peu plus loin. Valéry Giscard d'Estaing avait dit une phrase, je crois, à Jacques Chirac. Il lui avait dit quand on sera passé, là actuellement on est à 30% de dépenses publiques, quand on sera passé au-delà de 35, nous serons dans un pays socialiste ou soviétique. Aujourd'hui, on est 48, à quasiment 58% de prélèvements obligatoires, 48% d'imposition. Donc on est le pays le plus fiscalisé de l'OCDE. Écoutez. Même sous l'URSS brejnevienne, on n'était pas à ces niveaux-là d'imposition. Non, mais c'est-à-dire que malheureusement, on aurait aimé être champion du monde de football. On ne le sera pas cette année. On a 3 étoiles en ce qui concerne les impôts. Mais pour les impôts, cher François Pierrard, là pour le coup, on bat tous les records. On est sur le toit du monde de l'imposition. Absolument, on est le pays le plus taxé de la zone euro. Selon les années, on a quand même le Danemark qui est devant nous, mais qui n'est pas dans la zone euro. Donc, et qui a un État-providence qui fonctionne. Voilà, au Danemark, la dépense publique fonctionne un petit peu mieux. Là, pendant 10 années, donc on peut mettre 10 étoiles sur notre maillot. On a eu le record de dépenses publiques rapportées au PIB dans l'OCDE. On a été doublé par la Finlande il y a 2 ans, et je crois qu'on est encore derrière la Finlande, qui a quand même 1400 km de frontières avec un pays contre lequel elle a déjà été en guerre, donc ce qui pénalise aussi sa dépense publique. Merci François Pierrard d'être venu nous voir. Il est 16h26. Michael nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour Michael. Bonjour à vous Elisabeth, bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, cher Michael ? Alors, je suis pas très loin, je suis à côté de vous, à Boulogne-Billancourt exactement. Effectivement, c'est pas très loin. Si vous prenez la voiture pour venir nous voir, ça ne sera pas trop cher. Vous roulez avec quoi, cher Michael ? Alors, je roule avec un véhicule professionnel et mes collaborateurs avec des véhicules de fonction et également des utilitaires. J'imagine que ça a un coût tout cela. Est-ce que ce coût a explosé depuis le 28 février dernier et le début de la guerre ? Alors, on optimise au niveau des déplacements en termes de rendez-vous, mais ça rallonge les dates au niveau des particuliers ou des professionnels. Nous sommes dans le BTP. Donc ça rallonge le temps des rendez-vous, mais moi je constate par rapport à ce qui a été dit sur votre plateau, effectivement que les aides, elles ont été annoncées il y a plus de 2 mois. Les personnes qui sont des gros rouleurs attendent une centaine d'euros qui ne sont pas encore sur les comptes. On se demande pourquoi. D'ailleurs, où sont les réserves stratégiques dont on a tant parlé? Je constate qu'au niveau du budget, on parle beaucoup d'argent, comme quoi la France n'a pas d'argent, mais il y a l'Union européenne, il n'y a pas plus tard que 2 jours, a voté une aide de 883 millions d'euros en faveur de Gaza. Depuis 2022, 211 milliards pour l'Ukraine, dont 8 milliards pour la France. Depuis 2024, la France a donné 434 millions à l'Ukraine. Donc on dit qu'il n'y a plus d'argent, il y a de l'argent qu'on veut bien en trouver. Je pense que le président Macron, c'est le désamour, c'est le moins qu'on puisse dire que les Français ont pour lui, et je pense que maintenant, jusqu'au présidentiel, il ne fera rien pour les Français qui souffrent. Il y a Total Energy qui, eux, ont bloqué leur prix à 1,99 € alors que c'est une entreprise privée. Alors, je pense qu'on se rend compte qu'on ne peut plus compter sur le gouvernement. Ça veut dire qu'on ne doit pas tout attendre de l'État ?
Non, peut mais plus enfin, là, sur attendre. les carburants, par exemple, Mais c'est on- 60 oui, oui. centimes le litre de subvention du monde Mais de le taxes. constat, c'est celui-ci. Mais c'est passionnant ce que disait Michael, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'argent, l'argent, on en trouve. Bien sûr. Maintenant, c'est Bien où sûr. est-ce que vous mettez les milliards? Est-ce que vous les mettez pour Vous, soutenir vous Quelles avez sont les 4, vous avez priorités 4 milliards que vous trouvez très vite, je crois. Non J'emploie souvent cette formule. Vous avez raison, cher Jules Torres. Il y a 4 milliards chaque année qu'on peut récupérer très rapidement. 16h29 sur Europe 1. On revient dans un instant pour la suite d'Eliott Deval et vous, cher François. Merci d'être venu nous voir. Merci. Fondateur d'Hexagone. Allez vraiment sur le site, sur la page Twitter d'Hexagone, parce que à chaque fois, vous arrivez à décrypter tous les chiffres, les statistiques, etc., qui nous permettent d'y voir plus clair sur l'économie, la santé, la sécurité. Et c'est vraiment un site essentiel. 16h29, on revient dans un instant.